Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné cette semaine pour notre, on va dire, première émission qu'on enregistre après le Nouvel An avec Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Bonjour à tous, bonjour Kira, ça va très très bien, merci. Donc c'est vrai qu'on ment pas à nos auditeurs, hein. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas enregistré, donc peut-être qu'on sera un peu rouillé. Même si vous nous avez entendu la semaine dernière, c'est vrai qu'on avait fait une petite pause, donc ravi de vous retrouver, ravi Kira de te retrouver pour cette belle année 2024. Et du coup, moi, on a fait pas mal de petites vacances ces derniers temps, donc c'est vrai qu'on était plutôt à la cool. Moi, j'ai pas beaucoup joué à part toujours Baldur's Gate, mais ça, je vais arrêter de le dire évidemment. Mais j'ai fini par contre Mario RPG, très très bien. Je vais faire la chronique la semaine prochaine d'ailleurs. Et j'ai continué à travailler un petit peu sur le podcast. Donc vous devez voir normalement sur votre application de podcast des vignettes personnalisées pour chaque épisode. Donc ça a été le petit kiff des vacances. Voilà, un petit peu de temps à consacrer à ça. Donc j'espère que ça vous plaît, chers auditeurs. Alors moi, j'ai pas fait grand chose aussi pendant ces vacances. Je t'avoue, j'ai continué un petit peu Ghost of Tsushima, mais j'ai pas vraiment avancé. Je suis parti à Londres pendant mes vacances. Excellent, donc c'était l'occasion pour moi d'aller visiter un petit peu la capitale britannique. J'ai fêté mon anniversaire là-bas. Et du coup, ce fut un bon moment. Donc là, ça y est, maintenant on revient. Le travail est revenu. C'est pas forcément une partie de plaisir, donc c'est pareil, j'ai pas eu l'occasion de vraiment beaucoup jouer cette semaine. Malgré que je vous ai quand même concocté un petit test sur un jeu que j'ai fait il y a quelques temps, que j'ai recommencé pour l'occasion. D'ailleurs, tu pourrais peut-être nous communiquer le sommaire ? Tout à fait. Donc au sommaire cette semaine, on a essayé de faire un sommaire assez varié en plus pour la reprise. Donc on va parler de Glenn Schofield, donc après son jeu The Callisto Protocol. On va parler d'Xbox et des succès, un sujet qui me tient moi un petit peu toujours à cœur. Carrément. Après Star Wars Outlaw et un dernier sujet pour finir un peu sur l'économie pour changer. Donc on va une petite originalité en dernière news. Le test, c'est The Sinking City. En plus, un jeu qui fait parler de lui en ce moment. Et le hors-sujet de la semaine a un lien avec le jeu vidéo. Ça, on aime toujours. C'est La Réceptionniste Pokémon, donc qui est sur Netflix depuis très peu de temps. Et j'ai hâte de t'en entendre parler, parce que moi, tu me connais, j'adore la stop motion. J'aime beaucoup Pokémon aussi. Ouais. C'est même, on va dire, une certaine fascination chez moi. Et c'est vrai que j'attends beaucoup La Réceptionniste et j'ai pas eu l'occasion de le regarder encore. Donc j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus. Tu auras ma chronique sans spoil, évidemment, comme toujours. Et ça te donnera un bon aperçu de ce que ça vaut. Ok, on lance le générique et on attaque les c'est news. parti. Glenn Schofield nous fait un peu de teasing. Donc le créateur de Dead Space et de The Callisto Protocol a récemment révélé qu'il travaillait sur un nouveau projet de jeu vidéo sur son compte Twitter. Il a posté un message assez énigmatique dans lequel il promet de partager plus de détails après la nouvelle année. Alors il a écrit « Bien que je me sois accordé un peu de temps off, j'ai été extrêmement occupé et pas seulement à dessiner quelque chose de nouveau et d'excitant pour un futur projet. J'ai hâte d'en parler un peu plus avec vous. » Voilà. Glenn Schofield, donc c'est un auteur que j'aime beaucoup. Il a été connu pour avoir cofondé Visceral Games, Feu Visceral Games, un studio que j'adorais à l'époque, et qui a développé la célèbre franchise de survival horror Dead Space. Donc j'ai fait un test il y a quelques temps. Ensuite, il avait rejoint Activision et dirigé plusieurs épisodes de la série Call of Duty, dont Modern Warfare 3, Advanced Warfare et World War 2. Et en 2019, il a fondé un studio, Striking Distance, donc le studio qui a été soutenu par Krafton, l'éditeur de PUBG. Son premier jeu, c'était The Callisto Protocol, que j'ai testé également, qui est sorti le 2 décembre 2022, sur toutes les consoles, hormis la Switch. Il s'agissait d'un jeu d'horreur se déroulant dans le même univers que PUBG, mais 300 ans plus tard, sur la lune de Jupiter, Callisto. Et The Callisto Protocol a reçu des critiques somme toute quand même positives de la part des joueurs et des médias, saluant son ambiance oppressante, son gameplay tendu et ses graphismes impressionnants. Cependant, il n'a pas rencontré le succès commercial escompté. Il s'est vendu, je crois, aux alentours de 2 millions d'exemplaires, pas plus. Ok.
C'est un jeu qui a coûté très cher, il a souffert en plus d'une concurrence avec d'autres titres majeurs sortis à la même période, ce qui leur a fait, on va dire, ce qui leur a créé une perte sèche au vu du budget qui était quand même assez pharaonique. En septembre 2023, Glenn Scofield a annoncé son départ du studio qu'il a créé, en fait, ainsi que celui de plusieurs membres clés de l'équipe, et il n'a pas donné de raison précise à cette décision. Bon, après, on se doute qu'au vu des ventes et de l'ambition démesurée de Callisto Protocol, c'est pour ça qu'il est parti. Donc il a quand même remercié Krafton pour le soutien et a affirmé qu'il restait fier de son travail accompli sur le jeu que j'adore, je tiens encore une fois à le préciser. Et depuis, Glenn Scofield n'avait donné plus de nouvelles sur ses projets futurs jusqu'à son récent tweet. Ce qu'on peut savoir sur le récent tweet, c'est que les personnes qui ont quitté le studio avec lui font toujours partie de son équipe. Donc on a toujours les têtes pensantes en fait de Striking Distance en fait pour travailler sur cette nouvelle IP. Nouveau jeu. Ouais. On ignore pour l'instant quel genre de jeu il prépare, avec qui il collabore autre que ces personnes-là, ou même sur quelle plateforme ça sortira. Il se murmure qu'il serait dans le giron d'Xbox, en tout cas, pour sortir quelque chose. Donc est-ce qu'ils ont sorti, on va dire, une sorte de studio indépendant ou de label indépendant? À voir. En tout cas, il va falloir patienter davantage pour en savoir plus. En tout cas, moi, je suis quand même très hypé, parce que j'aime beaucoup ce que fait ce monsieur, en fait. Il va peut-être pas se plonger encore une fois dans le survival horror, même si c'est sa marque de fabrique, mais en tout cas, je vais suivre ça d'un œil aguerri. Ouais, je me souviens que tu avais beaucoup aimé The Callisto Protocol, bien que c'est vrai qu'il y avait des critiques un peu en demi-teinte quand même. C'est l'épisode 9 de la Taverne du Gamer, j'ai regardé parce que je m'en souviens pas de mémoire, j'ai vérifié. On avait fait cet épisode en même temps que Tactics Ogre, donc ça date, tu vois, c'est vraiment de tout début. Et je me souviens que tu avais beaucoup apprécié ce jeu. Moi, j'avoue, c'est pas trop ma came, donc ce que fait ce monsieur, c'est vrai qu'il est assez... son nom est connu, son travail est reconnu. Moi, c'est une personne que je suis pas trop. En fait, je l'assimile aujourd'hui, toujours, c'est bête, à du survival horror dans l'espace, et ça, c'est pas trop ma cam, tu vois. Moi, les survival horror, j'adore ça, mais plutôt à la Resident Evil, en milieu urbain à notre époque, ou tu vois, la Resident Evil 4, c'est plutôt le genre de survival horror que j'aime bien. Donc lui, pour moi, je l'assimile toujours à ça. Je trouve que cette image, maintenant, lui colle vraiment à la peau. Donc tu vois, je suis un peu moins, mais ce serait bien justement de voir quelqu'un comme lui qui a du talent, faut bien l'avouer, sur une IP qui est vraiment différente. Tu vois, c'est là où je l'attends. Moi, ce serait sur quelque chose qui change carrément, pas du survival horror, pas le même univers et tout. Et là, ça pourrait être vraiment très très sympa, tu vois. Moi je pense aussi. Après j'aimerais bien qu'il garde un peu ce système de gameplay là en fait, mais pourquoi pas s'orienter vers un système de Souls-like. C'est vrai que c'est un combo qui est à la mode en ce moment, et surtout il a quand même une vision créative qui est très très forte. Donc pourquoi pas trouver un espèce de Souls-like, mais dans un univers futuriste. C'est vrai qu'ils ont déjà sorti, alors je sais plus c'est quel studio qui avait sorti ça, tu sais, un jeu qui était dispo sur le Game Pass, The Surge je crois, qui avait une bonne ambiance, mais le gameplay était quand même un peu rigide et surtout bien moins performant qu'un Souls-like. Et je me dis qu'il aurait tout à fait la possibilité de sortir ce genre de jeu en fait, mais dans un univers plus sombre, à la Alien par exemple, sans partir dans le survival horror, tu vois. Bon, tu parlais que peut-être il y aurait une affiliation avec Xbox pour ce cher Glenn Scofield et sa prochaine licence. Moi, je vais parler d'Xbox aussi, donc. Les trophées, les succès, appelons-le un petit peu comme on veut, mais c'est un vaste sujet, moi, qui me passionne, c'est vrai. En tout cas, j'aime beaucoup en parler des succès, des trophées. Donc, historiquement, tu te souviens, et moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais acheté une Xbox 360 à l'époque, c'est que c'est Microsoft et Xbox qui ont commencé à démocratiser les succès en 2005. Donc ça nous rajeunit pas. Et franchement, ça a été repris à tort et à travers, entre guillemets, par tout le monde, où on collectait des points, ça faisait augmenter notre gamer score. C'est toujours un peu le même principe d'ailleurs, et ça va être le sujet de ma news chez Xbox. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les développeurs l'intègrent et développent eux-mêmes les succès, les imaginent, les pensent. Donc c'est intéressant parce que parfois ce sont même les succès, les trophées, des éléments carrément de game design. Moi, je me suis servi de certains trophées pour découvrir des choses dans les jeux, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Et aussi, l'intérêt du trophée et du succès, Kira, tu le sais, on en a déjà parlé, c'est aussi valoriser le joueur et fidéliser un joueur sur sa plateforme. Si tu joues moins sur la Switch, c'est parce qu'il n'y a pas de succès, justement, je crois. Et oui, exactement. Moi, quand il y a deux jeux, j'hésite à le prendre entre Switch et PS5, et souvent c'est pour les trophées que je le ferai sur PS5.
Et puis c'est sympa, toi je te dis, t'as un gamer tag avec beaucoup de points sur Xbox, c'est quand même assez cool. Moi j'ai pas mal de platines sur PlayStation, donc c'est vrai que si demain tu dois changer complètement d'écosystème, bah tu perds quand même ça. Donc je trouve que c'est un élément en tout cas de fidélisation qui s'entend et que je trouve qui est intéressant. Mais par contre, il y a certains joueurs qui n'ont absolument rien à carrer et ils ont bien raison. Chacun voit midi à sa porte, franchement. C'est clair. Mais en tout cas, PlayStation avait repris donc un petit peu cette idée d'Xbox qui avait amorcé en 2005 avec la 360 et avec les trophées, oui. Ouais, avec les trophées. Trophées du coup qui ont la particularité d'avoir bronze, argent, or et platine. Aussi sur PS5, ils ont continué à développer le système des trophées avec des guides directement intégrés dans l'écosystème de la PS5. Ils ont commencé en 2008 à mettre en place les trophées PlayStation avec Super Stardust HD qui était un très très bon jeu d'ailleurs. Et aussi Steam a repris ça, et moi j'aime beaucoup Steam pour les trophées ou les succès parce que tu sais, tu peux aussi mettre en place des vitrines, afficher tes trophées que tu préfères, ceux dont tu es le plus fier, alimenter une page de profil. Enfin, je pense que Steam est encore allé un petit peu plus loin que PlayStation et ça j'apprécie. Et aussi Ubisoft, Epic, Blizzard ont développé leur propre système, souvent sur leur propre plateforme, donc c'est vraiment devenu, j'ai l'impression, tu vois, quelque chose de très très central aujourd'hui. Et donc Xbox, ça fait un petit moment qu'il y avait cette rumeur qui avait été relayée d'ailleurs par des responsables d'Xbox, donc c'est pas vraiment des fuites ou des leaks, ça a été dit complètement par Xbox. Et depuis il y a quelques temps, il y a eu un podcast Xbox Era avec un influenceur, un insider très connu, où justement il disait que ça arriverait peut-être pour 2024, donc ce serait améliorer encore la formule sur Xbox qui commence à être un peu vieillissante, en instaurant une sorte de grade pour les succès, un peu à l'image du coup de PlayStation où tu aurais des succès à plus ou moins or, diamant, etc., un peu sur le même principe, où tu aurais une vitrine à les exposer, un profil à agrémenter. Enfin, on verra comment ils mettront tout ça en place, mais aussi de l'aide pour suivre les trophées. Enfin bref, Xbox compte, tu vois, investir encore sur cette fonctionnalité qui, tout le monde a bien compris, c'est un enjeu et de fidélisation et aussi un enjeu communautaire important. Même pour les éditeurs, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éditeurs du coup qui implantent les trophées et les succès dans leurs jeux. Et ça par contre c'est un truc qui est cool, c'est Sony qui fait ça, c'est pas le cas chez PlayStation. C'est quand ton trophée se débloque en fait, ça prend un mini screen vidéo de ce que t'as fait pour le débloquer en fait. Et ça mine de rien, j'ai remarqué que beaucoup de gens les publiaient sur les réseaux sociaux et ça leur fait une pub de dingue en fait, sans que ça leur coûte quoi que ce soit. C'est toujours un petit peu valorisant, tu vois, il y a certains joueurs qui aiment bien mettre en avant leurs exploits ou autres, tu vois, c'est une façon simple et ludique de l'intégrer. Et comme tu as dit aussi quelque chose de très important, quand les développeurs travaillent les succès et qu'il y a des succès qui sont vraiment intéressants, je te dis, pour moi, dans certains cas, ça a été un élément de rejouabilité. Je pense au succès de Resident Evil que tu vois, où je les ai débloqués parce qu'ils m'ont donné envie, faire tout le jeu au couteau, faire tout le jeu sans sauvegarder, sans soigner, sans utiliser le coffre. Ça c'est grâce au trophée, tu vois, que j'ai commencé à développer ce genre d'attrait pour ce challenge. Les succès de Sekiro aussi que j'ai beaucoup aimé faire, ou dans Inside où les trophées sont liés à des secrets. Donc en trouvant les trophées, tu débloques des secrets dans le jeu. Tu vois, ça rajoute un élément intégrant les trophées au game design du jeu, et ça je trouve que c'est hyper intéressant aussi sur le principe. Je trouve aussi que c'est très intéressant, c'est même très pertinent. Et maintenant aussi, alors, je sais pas, je l'ai vu sur Twitter, mais je sais pas comment on peut faire, mais j'ai vu que les gens ils arrivaient à faire des petites cartes de visite avec tous leurs trophées PlayStation, tu sais, qu'ils pouvaient afficher. Est-ce que ça, toi, tu arrives à le faire? Parce que toi, je sais que t'es complétiste, tu fais énormément de sessions de trophées, tu débloques les platines et tout, ce qui est pas mon cas. Moi, je dois avoir un platine, je crois, dans toute ma carrière de jeu. De PlayStation, même si j'ai énormément de trophées en platine, je vais jamais plus loin parce que moi les collectibles je les fais pas souvent. Mais toi par contre c'est le cas. Est-ce que toi tu utilises ce genre de petites cartes pour pouvoir communiquer justement ton pédigré, même ton palmarès on va dire ouais, en fait c'est via des sites communautaires en fait. J'ai plus tout à fait le nom du site en tête, mais il y a des sites où il y a des guides pour les trophées et aussi sur lequel tu peux lier ton compte PlayStation et comme ça tu vois t'as ta petite carte en effet où tu mets en avant tes profils. Mais ça c'est sur un site
communautaire à part de PlayStation, et je pense que toute l'idée justement d'Xbox et de PlayStation, c'est de trouver leur solution qui permet de faire ça, parce que je te dis, ça permet de, comme tu as dit, marquer son pédigré et aussi rendre un aspect très communautaire que tu vas partager. Si tu commences à partager le truc, tu fais parler du jeu gratuitement, etc. Enfin, un peu comme tu disais, c'est de la communication facile et gratuite. Et oui, moi j'aime bien débloquer les trophées, mais toujours je fais une première fois mon jeu sans m'occuper des trophées, et après je regarde si les trophées sont intéressants à faire ou pas pour les faire. Moi je suis pas du genre par contre à faire des trophées histoire de faire des trophées, tu vois. J'aime bien quand ça apporte vraiment une dimension intéressante. Voilà, quand ça a du sens. Tu vois, je suis pas non plus un chasseur de trophées, il y en a. Moi je suis pas dans cette catégorie, tu vois, j'aime bien aller chercher les trophées quand il y a un réel intérêt quand même autour du jeu. Ouais, je suis d'accord avec toi, et surtout certains trophées, ils ont beaucoup d'imagination sur la dénomination de certains trophées. Parfois, c'est même très rigolo. Je vois, putain, comment il s'appelle ce jeu ? Un jeu par les créateurs de Rick et Morty. Et en fait, à un moment, il y a un gamin qui vient t'emmerder, qui te parle très très mal et tout, et tu peux le buter. Donc buter les gamins dans les jeux, c'est quand même assez tabou. Et le trophée, c'est genre, alors comme ça, on tue les enfants. Okay. Ouais, c'est ça qui est rigolo. Ouais. Mais en même temps, il avait un petit peu cherché. Et rien que pour ça, c'était très très drôle. Ça brise un peu, tu vois, le quatrième mur. Et c'est... Alors, pour continuer dans les trophées, on va parler de quelque chose qui n'a rien à voir. On va parler de Star Wars Outlaws, qui prépare sa sortie. Alors, Star Wars Outlaws, c'est le fameux jeu d'aventure et d'action en monde ouvert développé par Ubisoft et Massive Games, qui sortira donc fin d'année 2024. Donc là, c'est officiel. Sur Xbox Series XS, PlayStation 5 et PC. Le jeu se déroule entre les épisodes 5 et 6 de la saga Star Wars et met en scène Kai Vess, une jeune hors-la-loi intrépide et malicieuse qui cherche à échapper à l'Empire et à se faire une place dans la galaxie. Le joueur pourra explorer différentes planètes, piloter son vaisseau, le TIE Blazer, dans des combats spatiaux, piloter des véhicules terrestres et se battre avec différentes armes. Il sera également aidé par Nyx, une petite créature toute choupette qui sert à vendre des goodies et qui pourra distraire ou attaquer les ennemis. Donc le jeu a été retardé car au départ il devait sortir en mars 2024. Suite aux derniers résultats financiers d'Ubisoft, ils ont décidé de le sortir sur le dernier trimestre pour maximiser les bénéfices. On les comprend, un jeu Star Wars qui sort à Noël, c'est un carton assuré. Le jeu utilisera le moteur Snowdrop, le même que celui qui est utilisé pour le jeu Avatar, Frontier of Pandora, et quand je vois la qualité de l'univers d'Avatar retranscrit, je pense qu'avec Star Wars ça peut vraiment faire des merveilles. En tout cas, le jeu promet une expérience immersive et variée avec des graphismes impressionnants et une bande-son originale. Donc je t'avoue, moi je ne suis pas spécialement hypé dans le sens où tu sais qu'en ce moment, moi Star Wars c'est compliqué. Après, ayant testé pas mal quand même le dernier Avatar, j'ai quand même, on va dire, changer mon fusil d'épaule, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère juste qu'on va pas tomber dans tous les poncifs de Disney habituels, car il y a quand même Lucasfilm qui a participé au scénario, qui participe à la production, et j'ai pas envie de retrouver toutes les marottes des derniers films qui sont sortis en tout cas. Ouais, je comprends. Moi, étonnamment, tu vois, c'est un jeu qui me fait envie. Alors pourtant Star Wars, toi t'as été très très fan à une époque, moi ça m'a jamais vraiment... Enfin, tu vois, c'est pas une licence qui me tente, mais ce jeu-là, je sais pas pourquoi il me fait envie, tu vois. C'est vrai que il est assez séduisant, je trouve, dans l'ambiance, parce que il y a un des films Star Wars que j'adore, qui est Han Solo. Et oui, j'aime beaucoup celui-ci aussi. Et je sais pas pourquoi, à chaque fois que je regarde des trailers de ce jeu, ça me fait penser à ce film. Peut-être parce que c'était contrebandier et tout, mais je retrouve un peu cette vibe que j'aime bien. Donc, tu vois, si c'est par contre dans la lignée des Han Solo, des Rogue One et tout, qui sont des films très très cool, pourquoi pas. Et c'est vrai que le moteur, t'en parlais de Snowdrop, ce moteur de Ubisoft, il est par contre ultra solide, hein, ce moteur. Franchement, ils ont une petite pépite entre les mains, Ubisoft, avec ce moteur de jeu. Non seulement il peut afficher un nombre incroyable de textures en termes de végétation, d'effets de particules et de choses comme ça, et comme une partie de Star Wars Outlaws va se passer dans un désert, je pense qu'on peut avoir aussi tous ces effets de sable, de distorsion de l'image avec la chaleur. On peut avoir également les petites plantes qui peuvent apparaître, et ça pourra donner vraiment quelque chose de très réaliste en tout cas. Ce que j'espère, c'est qu'on n'aura pas toutes les quêtes Ubisoft un peu foireuses qu'on trouve partout, qu'on trouve également dans Avatar d'ailleurs, mais j'espère qu'on aura peut-être quelque chose d'un peu plus light. Tu vois, dans Avatar, il y a un truc qui est très cool. Quand tu joues, tu peux enlever 80% des informations du jeu, donc t'as pas d'indicateur sur ta map et toi, et c'est à toi de mettre des indicateurs. Par exemple, on va te dire telle fleur se trouve sous la montagne de machin à côté de tel truc, et donc toi tu vas mettre ton indicateur à la louche et ça sera à toi d'aller chercher en fait.
Et ça, c'est cool, parce que c'est un mood qu'Ubisoft n'a pas fait depuis, je crois même qu'ils n'ont jamais fait, en fait. Enfin, c'est depuis Splinter Cell. Mais là, on se retrouve vraiment avec quelque chose où t'as l'impression d'être acteur, et pas on va t'emmener à chaque endroit, à droite, à gauche, et tu vas suivre un GPS comme un bêta, quoi. Et ben, j'espère que ça va être pareil pour ce Star Wars. Ouais, j'espère. Ils ont l'air peut-être d'apprendre de leurs erreurs, si tu dis dans Avatar. Après, Avatar, c'est un jeu qui était très lié à l'immersion de cet univers, donc peut-être qu'ils ont assimilé cette fonctionnalité aux besoins du joueur de vraiment s'immerger dedans, mais s'ils font ça dans Star Wars, ça par exemple, tu vois, ça peut être un petit détail qui me plaît beaucoup à moi, où j'aime bien les interfaces épurées, où t'es un peu laissé en solo et que tu dois te débrouiller sur ta map. Ça, moi, j'aime beaucoup, tu vois. Là où je suis confiant, c'est que c'est le même studio qui a fait Avatar, du coup. Donc encore une fois, Avatar réinvente pas la roue, on est quand même sur un Far Cry un peu plus vertical, mais certaines choses qui étaient bien reloues dans les Far Cry, ils ont quand même réussi à l'enlever. Donc je me dis que sur Star Wars Outlaws, ça peut le faire. Je pense que ça va être le jeu qui va peut-être le plus se vendre cette année, parce que Star Wars a quand même une force de frappe très très impressionnante. Les Jedi Survivor et Jedi Fallen Order se sont très bien vendus également. Et là en plus c'est Ubisoft, donc s'ils ont le budget comme derrière, ça peut être, on va dire, un cadeau sous tous les sapins de Noël, en tout cas en 2024. Oui, puis la fenêtre de tir, c'est l'objet même de ta news, mais de le mettre sur ce trimestre-là, bon bah écoute, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Ouais, je vois bien une sortie sur octobre. Oui, bah très bien. Avec peut-être même des bundles avec une console, je sais pas, tu vois, mais pour les fêtes de Noël, en tout cas, ouais, c'est une très bonne idée. Et ben, news un petit peu différente pour changer et pour terminer ce podcast. Donc on va parler de la Chine et du marché du jeu vidéo là-bas, qui est très différent de notre marché du jeu vidéo à nous. Donc c'est pour ça que c'est quand même intéressant d'en parler. Et il y a eu un cataclysme boursier, d'ailleurs, où les géants chinois, donc Tencent, NetEase, ont perdu en une nuit presque 50 milliards, donc on parle quand même de 50 milliards de dollars en une nuit, et presque 80 depuis. Donc il y a eu un vrai bouleversement sur ces valorisations boursières, parce que déjà le marché chinois est très très lié, du jeu vidéo est très lié aux microtransactions, aux free-to-play, aux jeux mobiles et PC. Donc on pense à Genshin Impact et on pense à tous les gachas chinois qui pullulent sur le marché du jeu vidéo. Et pourquoi il y a eu ce cataclysme? C'est que le gouvernement, et depuis un moment, le gouvernement chinois s'attaque à ces jeux qui font vraiment de vraies addictions. Je pense que c'est réel, mais il y a une tranche de la population de joueurs en Chine qui sont addicts, et ça représente un fait de société là-bas. Et je sais pas si tu avais déjà un peu suivi, Kira, mais par le passé, ils avaient déjà commencé à limiter le temps de jeu chez les jeunes en donnant maximum. Je me souviens, oui. Maximum, c'est une bonne idée, d'ailleurs. Bah ouais, c'est pas mal, et ils contraignent directement les développeurs. Donc c'est vrai que donc 2 heures par semaine, enfin 2 heures par soir en semaine, et 4 heures le week-end. Enfin, je dis des trucs un peu bidons, mais ça vous donne l'idée. C'est que ils avaient déterminé des créneaux d'horaire pour jouer, des temps, et limiter les dépenses. Et là, ils voulaient la Chine a toujours cette volonté de s'attaquer à ces jeux qui développent des grosses addictions, principalement les gachas. Donc les gachas, vous savez, c'est les jeux free-to-play dans lesquels on va payer pour faire des invocations et avoir des personnages toujours de plus en plus rares. Sauf que ton perso rare à un instant T, le mois d'après, il est plus rare parce que t'as des nouvelles invocations qui arrivent, et c'est un petit peu ce business plan que voudrait un petit peu calmer la Chine. Et donc, ils avaient annoncé seulement un projet de loi. Donc tu vois quand même, Kira, l'impact, c'est qu'ils ont même pas, la loi elle n'existe pas, elle est seulement en projet. Et rien que le fait d'annoncer qu'il y a un projet de loi là-dessus, 50 milliards en une nuit en moins, tu vois. Sur les géants, et Tencent, c'est vraiment un géant, c'est le plus grand acteur du jeu vidéo dans le monde. Et juste parce que le gouvernement chinois a un projet de loi visant à limiter les transactions là-dessus, ils ont perdu énormément d'argent. Et la loi en question, c'était donc, par exemple, ne plus récompenser les connexions quotidiennes pour éviter que les joueurs se sentent contraints, tu vois, de se connecter. Interdire comme la plupart des jeux mobiles, quoi. Comme la plupart des jeux mobiles. Interdire peut-être ces jeux aux mineurs, ou ne plus faire de bonus liés aux achats de jeux aussi. Donc en gros, c'est un plan qui existe toujours, mais ils sont quand même en train de pas rétro-pédaler, mais de calmer un peu le jeu. Mais c'est des plans qui visent à réduire l'addiction. On en parle assez peu, nous, de l'addiction du jeu vidéo dans la taverne du gamer, mais je pense qu'elle est réelle sur ces jeux-là. Moi, je jouais beaucoup au gacha avant, et j'ai pris cette
cette décision, c'est vrai, de tout arrêter. Tu vois, j'ai désinstallé tous mes jeux mobiles. J'ai passé 5 ans sur Final Fantasy Brave Exvius, sur Senseiya, j'ai passé pas mal de temps, Dragon Ball aussi, Dokkan Battle. Tout ça, j'ai arrêté parce que, tu vois, moi-même, Kira, j'ai eu le sentiment qu'à un moment, le jeu, il me contraignait à me connecter. Et je pense que c'est là que tu arrives dans quelque chose qui est plus vertueux. Et j'avais pris cette décision. Et on connaît tous quelqu'un qui nous a dit une fois, bah attends, 2 secondes, t'es avec lui, t'es tranquille en train de discuter, mais il doit se connecter à son jeu. Enfin, tu vois, je pense que ces jeux représentent un réel risque. Et c'est intéressant de voir, enfin, c'est important de voir ces gouvernements, je pense, limiter les choses, parce que ces business plans qu'imaginent les développeurs sont basés uniquement sur l'addiction du joueur et le fait de se connecter au jeu régulièrement. Donc, voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose en tout cas. Après, tu le sais, par rapport à ça, moi je joue à un seul jeu mobile, c'est les Simpsons Springfield, que je joue depuis peut-être 10 ans maintenant, et je me connecte tous les jours, 4-5 fois par jour sur ce jeu, pour aller chercher mes sous, mes donuts et débloquer mes personnages. Ils font des events à peu près tous les mois, et je fais tous mes events tout le temps depuis ça. Et c'est tellement devenu un automatisme que je vois des fois, je me connecte automatiquement, je fais tout même sans regarder mon téléphone. J'ai jamais dépensé 1 euro dans ce jeu, hein. Et là, tu vois, ce matin, je me suis connecté, j'ai regagné des donuts, je suis à quasiment 1000 donuts encore, donc je vais pouvoir me racheter des personnages, et mon objectif, c'est, j'ai quasiment débloqué toute la map, hein. Maintenant, pour débloquer la map, c'est des jetons aléatoires et tout, mais tout ça, je suis quasiment arrivé au bout, et malgré ça, je continue à y jouer, en fait. Donc c'est vrai que ça peut être addictif, et tu mets ça à un jeune entre les pattes, il va se connecter tous les jours, il en aura marre, il va dépenser de l'argent pour aller plus vite, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui payent des sommes astronomiques et qui se retrouvent dans le caca parce qu'ils n'ont pas fait attention, en fait. Donc oui, c'est une réelle addiction. Surtout que c'est des jeux où la dépense n'a pas de limite. T'achètes par exemple, je sais pas, le dernier Dark Souls, il te coûte peut-être 80 € maintenant parce que c'est les nouveaux prix, mais t'as payé 80 € fin de l'histoire. T'achèteras peut-être 1 ou 2 DLC plus tard, mais c'est fini. Là, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que tu as des gens qui dépensent 1000, 2000, 3000, 10 000, 20 000. C'est ça, oui. Après, s'ils ont les moyens, il n'y a aucun sujet, vraiment, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, mais t'as encore une fois des gens qui sont plus, plus sensibles et qui n'ont pas forcément toujours les moyens et qui vont se mettre en difficulté à cause de ces jeux. Donc une réglementation est toujours la bienvenue. Et au-delà de l'aspect financier, je pense que c'est aussi des jeux qui peuvent isoler, qui peuvent, avoir un impact un peu néfaste sur la concentration, sur plein de choses. Donc réguler ces choses-là, je pense que c'est toujours en tout cas quelque chose qui a du sens à mon avis, surtout sur les populations les plus jeunes. Quand on est adulte, on fait ce qu'on veut, mais pour les plus jeunes, c'est important. Il faut veiller sur eux, hein, mine de rien. Surtout là, à l'heure de l'hypertechnologie et de l'hyperconnexion, c'est important vraiment de surveiller ces choses-là. Ainsi se termine la partie news. Eh bien, tout à fait. On va passer sur le premier test de l'année, on va dire. Et pour commencer l'année, j'ai décidé de parler d'un jeu qui n'est quasiment pas d'actualité. Il est un peu d'actualité, mais c'est particulier. J'en parlerai lors de mon test. Je vais parler du jeu The Sinking City. Alors, qu'est-ce que c'est que The Sinking City ? C'est un jeu d'horreur inspiré par l'univers de H.P. Lovecraft, sorti en 2019, et il dispose d'ailleurs d'une version upgrade PS5 Xbox Series X. Le jeu nous plonge dans la ville d'Oakmont, ravagée par une inondation mystérieuse et peuplée de créatures cauchemardesques. Nous contrôlons le personnage de Charles Reed, un détective privé hanté par des visions qui cherche à découvrir la vérité sur ce qui se passe dans cette ville maudite. Donc toi, au niveau du synopsis, on est clairement dans une œuvre Lovecraftienne. C'est clair. C'est le studio Frogware qui a fait le développement du jeu. C'est un studio donc ukrainien fondé en 2000, spécialisé dans le genre de jeu d'aventure. Il est surtout connu pour la série des jeux Sherlock Holmes et il compte environ un peu plus de 10 titres Sherlock Holmes, d'ailleurs je crois à ce jour. Le dernier d'ailleurs en date, c'est The Sherlock Holmes Awakened, The Awakened, qui est sorti et qui est un crossover entre Sherlock Holmes et Lovecraft justement, que je vous ferai en test prochainement également, comme un simili fil rouge on va dire. Pourquoi je veux parler de ce jeu ? Parce que je suis un grand fan de H.P. Lovecraft. C'est un écrivain américain qui est né en 1890 et mort en 1937, donc il est mort jeune.
Il était célèbre pour ses récits d'horreur et fantastique, de science-fiction, qui ont créé le mythe de Cthulhu. Je pense que tout le monde connaît maintenant au moins le nom de Cthulhu, cette espèce de gros poulpe énorme, ce grand ancien déchu. Et en fait, dans son univers, peuplé de fameux dieux anciens et de monstres cosmiques, Lovecraft avait été influencé à l'époque par Edgar Allan Poe, Arthur Machen et Lord Dunsey, qui à son tour a inspiré beaucoup d'auteurs contemporains comme Stephen King, Neil Gaiman ou Clive Barker, responsable d'Hellraiser par exemple. Lovecraft a écrit principalement des nouvelles divisées en 3 cycles, les histoires macabres, les cycles des rêves et le mythe de Cthulhu. Donc le jeu va vraiment se concentrer sur la partie mythe de Cthulhu justement. Parmi ses œuvres les plus connues, on peut citer L'Appel de Cthulhu, bien sûr, Les Montagnes Hallucinées, que j'adore, qui est peut-être mon récit préféré d'ailleurs de l'auteur, La Couleur tombée du ciel, qui est une nouvelle que je kiffe particulièrement, ou Le Cauchemar d'Innsmouth, qui fait partie également de mon top 3 de mes livres préféré de Lovecraft. C'était un homme solitaire, pessimiste et misanthrope qui a souffert d'une maladie physique et mentale, et on le ressent clairement en lisant ses écrits. Il a vécu dans la pauvreté et n'a été reconnu qu'après sa mort. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des maîtres de la littérature d'horreur du XXe siècle. Et si vous n'êtes pas friand de lecture, vous pouvez très bien soit lire les mangas édités par Kion, donc Lovecraft écrit, du moins dessiné par Gutanabe, qui sont vraiment des œuvres exceptionnelles. Je vous prendrai des photos, parce que je les ai quasiment tous. C'est des très belles éditions. Et vous pouvez également les avoir en audio, style sur Audible, racontés par des acteurs assez connus. Et c'est très très cool à écouter également. Donc j'ai relu quelques nouvelles dernièrement. J'ai écouté des livres audio et je me suis dit, tiens, j'ai envie de parler de Lovecraft. Donc je vais profiter d'un jeu qui parle de Lovecraft. C'est pour ça que je me suis permis de vous faire un petit condensé. Parlons du jeu quand même, parce que c'est un peu le but de cette émission. Le jeu se présente comme un monde ouvert, où le joueur peut explorer librement les différents quartiers de la ville, à pied ou en bateau. Le jeu propose d'ailleurs plusieurs enquêtes principales et secondaires qui demandent aux joueurs de collecter des indices, consulter des archives ou dialoguer avec des PNJ, des personnages secondaires, et de résoudre des énigmes à choix multiples. Le jeu nous laisse une grande liberté d'approche et de déduction sans En fait, en gros, le jeu nous indique pas clairement où on doit aller ou quoi faire. C'est à nous d'aller récupérer des petits papiers. Sur ces petits papiers, on va avoir des adresses où, par exemple, au croisement de telle rue à telle rue, il va falloir mettre son indicateur sur la carte. De là, on va se déplacer et on va devoir regarder autour de nous si on voit des choses particulières, ce qui nous permettrait d'avancer dans notre enquête. Donc, on a réellement cette sensation d'être un vrai détective, en fait. On n'a pas tout qui est mâché. On peut très bien se dire, faut que tu ailles voir une personne qui allait à l'hôpital. Donc, il va falloir aller au registre de l'hôpital, voir quelle est la personne qui a été admise, à quel étage. On va voir la personne en question, on va le questionner, il va nous emmener à un autre endroit, donc là on va aller par exemple aux archives, on va devoir retrouver des coupures de journaux de l'époque, et en fait c'est un vrai travail de détective qu'on va faire tout au cours de ce jeu, comme les jeux Sherlock Holmes, justement. Ouais, c'est très sympa, et quand tu le dis, ça me fait penser... Tu sais, on a beaucoup fait tous les deux, enfin pas qu'à deux, mais avec des amis, le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu, qu'on a fait, jeu de rôle papier, j'entends pas le jeu vidéo. Tout à fait, que j'ai toujours dans ma bibliothèque d'ailleurs. Ouais, moi aussi, j'ai pas mal d'éditions de jeux de rôle qui est très très bien. Et tu vois, le côté très enquête, ça m'a tout de suite plongé dans nos soirées jeux de rôle, tu vois, qu'on faisait sur l'appel de Cthulhu, c'est marrant. La fameuse soirée où j'ai été un cow-boy et je me suis éclaté ma main droite et du coup j'ai pu servir à rien pendant les 4 parties suivantes. C'est ça, exactement. Alors dans ce jeu, il y a également certains choix moraux qui influencent le déroulement de l'histoire, mais aussi la fin de l'histoire. C'est-à-dire, on va avoir plusieurs choix, généralement c'est 2 ou 3, en fin d'enquête, et en fonction de nos choix, en fait, on peut avoir une fin qui finit mal, une autre qui finit très mal, ou une autre qui finit très très mal, en fait. Parce que comme dans tous les œuvres de Lovecraft, généralement la fin est nihiliste et pessimiste au possible. Le jeu se distingue par son ambiance sombre et oppressante qui retranscrit fidèlement l'atmosphère des œuvres de son auteur. La ville d'Oakmont est un personnage à part entière qui dégage une sensation de malaise et de folie. Chaque quartier a son identité, mais la ville reste poisseuse de par ses zones inondées, délabrées ou par même ces créatures qu'on va trouver. Par moments, on a même un petit côté Silent Hill, tu vois. Le jeu joue avec les codes du genre horrifique en mêlant des éléments de films noirs, de romans policiers ou de récits fantastiques. Il fait également appel à la psychologie du joueur en le confrontant à des visions, des hallucinations et des cauchemars qui remettent en question sa perception de la réalité. Attention à ne pas faire sombrer son personnage dans la folie, car comme dans tout récit Lovecraftien, plus vous en apprendrez sur la malédiction des lieux,
plus votre personnage sera fragile psychologiquement. Le gameplay de The Sinking City est basé donc sur l'enquête et l'exploration, avec des éléments de combat et d'horreur. Le joueur doit utiliser ses compétences de détective donc pour trouver les indices, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. La partie interrogatoire de témoins est très très poussée également. On peut aussi analyser des preuves et surtout reconstituer des faits. Et pour ça, on va avoir des micro-scénettes comme des flashbacks en fait, et on va devoir les remettre dans le bon ordre pour pouvoir avoir les tenants et les aboutissants de l'histoire. Et en faisant comme ça, en fait, ça nous permet de comprendre ce qui s'est passé et donc de pouvoir avancer dans son enquête également. Donc ça demande un certain sens de l'observation pour voir comment se déroule cette scène et se dire les gars sont rentrés en cassant la porte, ils ont tiré sur le gars, ensuite ils sont montés à l'étage, ensuite ils ont piqué le coffre-fort, et donc c'est à nous de mettre dans le bon ordre pour pouvoir débloquer la cinématique complète. Franchement cool, hein. Et ça c'est très ça a l'air, hein. Sur le papier ça donne envie en tout cas. La déduction est très importante, la logique forcément pour progresser dans l'histoire. J'insiste bien là-dessus parce qu'encore une fois, c'est pas un jeu qui va vous mâcher le travail. Vous n'allez pas avoir des indicateurs ou même un PNJ qui va vous dire tiens, va voir là-bas, la porte elle est ouverte. Non, c'est vraiment un jeu où on doit se débrouiller en tout cas. Le jeu offre donc une grande liberté d'approche en permettant aux joueurs de résoudre ses enquêtes dans l'ordre qu'ils le souhaitent et de choisir sa façon d'interagir avec les personnages et les situations. Le jeu intègre également des phases de combat où le joueur doit affronter des créatures monstrueuses avec des armes à feu ou des armes improvisées. Il y a un système de santé physique, mentale également. Il y a des munitions de personnages qui sont limitées et qui doivent être gérées avec prudence. On peut crafter ses propres munitions également, donc ça nécessite de récupérer des collectibles dans certains coffres. Le jeu se veut donc fidèle à l'univers de Lovecraft en créant une ambiance sombre et oppressante où le joueur est confronté à des phénomènes surnaturels et à des visions cauchemardesques. Il joue avec la psychologie de nous en tant que joueurs, comme la psychologie de notre personnage. On se retrouve donc avec des dilemmes moraux horribles où chaque choix est plus négatif les uns que les autres en tout cas. En revanche, le jeu n'est pas exempt de défauts qui nuisent quand même à son immersion. La réalisation du titre est quand même en demi-teinte, c'est un jeu de 2019, on est quand même sur un studio indépendant et avec un budget de AA, donc ça c'est important de le dire, même si moi ça ne m'a pas choqué. Ça se traduit par des animations assez rigides, des bugs en tout genre, certains ralentissements par moment, même si ça a beaucoup été corrigé, dans certains coins ça peut encore arriver. Mais là où pour moi il y a un gros souci, c'est sur les phases de combat, où le gameplay est plus que brouillon et peu intéressant, le bestiaire est quand même peu varié, et les énigmes sont assez répétitifs, malgré la richesse de son scénario et de son univers. Heureusement, les phases de combat, ce ne sont pas les phases dominantes du jeu, c'est la première fois que le studio Frogware intégrait du combat à un de ses jeux. Ça fait le café, mais c'est vraiment pas stimulant pour dessous. Mais tu sais, Kira, je pense à t'écouter, ils auraient même pas dû en mettre presque, tu vois, parce que dans l'univers de Lovecraft, y a le combat, non, en fait, enfin, pas trop, en tout cas, c'est quand tu te bats, c'est vraiment tout dernier recours, et souvent, la finalité, c'est que tu vas y passer. Donc, ils auraient pu, je pense, se contenter uniquement de la partie enquête et continuer à travailler là-dessus, et ça se trouve, ça aurait fait encore un bien meilleur jeu. Parce que souvent, on se dit, il faut toujours rajouter du combat, mais pas nécessairement, et surtout que là, on est sur un univers qui s'y prête pas. On pense, par exemple, tu sais, au jeu Amnesia, où il n'y a pas de combat, où il faut plutôt esquiver, il faut plutôt s'enfuir, tu vois, éviter la menace, surtout ne pas la regarder pour pas perdre des points de santé mentale. Amnesia, c'est un jeu qui est fortement inspiré de Lovecraft, et je pense qu'ils auraient peut-être, tu vois, gagné à suivre cette tendance qui est plus adaptée en tout cas à cet univers. Je suis d'accord avec toi. Après, je pense encore une fois, ils ont essayé de ratisser un peu pour attirer on va dire un plus grand nombre de joueurs. Oui, sans doute. Ils ont mis à l'époque beaucoup d'argent dans le développement de ce jeu-là, même si ça reste un jeu à petit budget, et surtout, ils ont traduit intégralement le jeu en français avec de très très bons comédiens de doublage, très nuancés dans les propos, et sur un jeu d'enquête, c'est important. C'est vrai que les deux derniers Sherlock Holmes sont intégralement en anglais, et j'avoue, j'ai pas un anglais fantastique. Il y a des moments je me perds un peu, surtout quand on arrive dans des jargons un petit peu plus techniques, et c'est vrai que ça c'est ce qui manque vraiment aux deux derniers jeux Sherlock Holmes. Je comprends. Donc pour The Sinking City c'est le cas, en plus Frogware s'est retrouvé en procès avec leur éditeur à l'époque, ils ont eu un souci avec le code source, et là ils sont enfin détenteurs de leur propre jeu, donc ils vont pouvoir le commercialiser par eux-mêmes. Vous le trouvez à pas cher, il est entre 10 et 15 € maintenant un petit peu partout, il est régulièrement en solde, mais en tout cas c'est vraiment un jeu que je vous recommande. Pour ce qui est de ma conclusion, donc The Sinking
City est donc un jeu que j'affectionne et qui est très fidèle aux écrits de l'auteur, mais qui est malgré tout entaché par une réalisation certes un peu datée et un gameplay assez limité. Le jeu plaira néanmoins aux fans de Lovecraft et aux amateurs d'enquête et d'horreur. Ils sauront apprécier son ambiance, son histoire. Le jeu ne décevra en revanche les joueurs qui cherchent un jeu plus clinquant et avec plus de scènes d'action, on va dire. En l'état, si vous voulez vraiment vivre une œuvre différente et avoir cette sensation d'être un réel investigateur dans un monde glauque et horrible, bah ce jeu est fait pour vous. En tout cas, je ne peux que vous le recommander. Oui, c'est bien. En plus, c'est ce qu'on aime à la Terre New Gamer. On ne cessera jamais de le dire, c'est qu'on ne traite pas forcément de AAA. Et là, tu traites de quelque chose qui est pas d'actualité vraiment, et en plus qui nous passionne tous les deux, donc Lovecraft. Il y a plein de jeux qui sont très bien dans l'univers de Lovecraft. Moi, je pense souvent au Call of Cthulhu, évidemment, les jeux... Call of Cthulhu, qui était très très bon aussi. Bon, malheureusement, il tourne à 20 FPS, oui, mais qui est très très bien. C'est toujours un problème de technique, tu vois. Call of Cthulhu aussi, c'était la technique. Moi, j'adorais Shadow of the Comet, tu sais, le point and click de l'époque, dans les années 90, c'était sorti, c'était vraiment très cool. Et les Amnesia. Mais c'est ça qui est... Tu as parlé de l'auteur, et c'est dramatique avec Lovecraft, c'est quelqu'un qui est décédé dans la misère et convaincu qu'il rencontrerait jamais le succès parce qu'il l'a recherché. Et aujourd'hui, tu vois, X dizaines d'années après, en plus là on est en plein dans une grosse période de Cthulhu, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu plein de jeux de société, les demeures de l'épouvante, des films. Bah depuis qu'il est tombé dans le domaine parce qu'au final, c'est un bijou, tu vois, l'univers de Lovecraft, tout ce qui est basé sur la santé mentale avec des grands anciens, où tout ce qui est indicible dépasse l'entendement presque de l'être humain et notre compréhension. Enfin, c'est un univers qui est extrêmement riche et intéressant. Et ce jeu, je l'ai pas fait, je le connaissais pas ou très peu. Je sais que tu m'en avais déjà parlé, mais j'ai envie de le faire parce qu'il a l'air très, tu vois, très respectueux de tout ce côté enquête. Et comme je te dis, moi, ça m'a rappelé les jeux de rôle qu'on faisait, l'appel de Cthulhu, où on a passé des soirées géniales dessus. Donc, ouais, ça a l'air d'être une superbe recommandation. Dommage pour la partie technique, comme tu disais. Bah après, encore une fois, je suis tolérant moi avec les studios comme ça qui sortent des jeux on va dire à moyen budget voire à petit budget, et encore une fois ce que je veux vraiment c'est au-delà de l'aspect technique, moi ça va vraiment être les émotions que va me faire vivre le jeu. Bon, j'aime bien quand c'est qu'il y ait une alliance subtile entre le gameplay, l'histoire et surtout le level design qui est très important, hein. C'est vrai qu'on est tous les deux fans des Souls-like et on va dire surtout la saga Dark Souls, et quand on voit le level design qui est une masterclass pas possible, bah même si le jeu est moins joli on va dire, bah moi je vis des émotions via ce level design. Ouais, et c'est ce qu'on va retrouver dans The Sinking City en fait. On va retrouver vraiment une ville qui est crédible, une ville qui est mourante en fait, avec un level design aux petits oignons. On va passer devant certaines maisons, il va y avoir des croix sur les murs avec des chiffres, on peut se dire qu'il y a des gens qui sont décédés dedans suite à l'inondation. Enfin, on se fait nous-mêmes notre propre diégèse de ce qu'on nous explique pas dans le jeu en fait. Alors là dans ce jeu la partie enquête est très bonne, hein, mais la partie action est peut-être plus en retrait dans sa, on va dire dans ses finitions, hein, mais ça n'empêche que le gameplay reste quand même très très bon, hormis ces fameuses sèves de combat, tout à fait. Et donc voilà, c'est pas un jeu qui va vous arracher la rétine, mais artistiquement parlant, c'est un jeu qui mérite et qui vaut le détour en tout cas. Pour finir, les plus et les moins. Moi, au niveau des plus, bon, j'ai écrit Lovecraft Forever, hein, parce que voilà, HP Lovecraft reste dans mon cœur jusqu'à la fin. Le personnage principal que j'ai beaucoup aimé incarner, et j'ai beaucoup aimé sa psychologie jusqu'à la fin du jeu, en tout cas. La ville d'Oakmont, qui est vraiment un personnage à part entière. L'histoire que j'ai trouvé vraiment très très cool, et la bande-son que j'ai trouvé très très aboutie également. Pour ce qui est des points noirs, j'ai rajouté le gameplay de combat, que j'ai trouvé très peu inspiré, très peu intuitif également, et les phases en scaphandre. Il y en a quelques-unes, et au bout de la de la troisième ou quatrième, c'est un peu répétitif, et c'est dommage, parce que ça aurait pu être cool, mais au final, on s'aperçoit qu'à part bourrer en courant dans son scaphandre, c'est tout ce qu'on va faire. C'est un peu, comment dire, j'ai senti ça comme ils ont voulu rallonger artificiellement la durée de vie, tu vois. Le jeu en avait pas besoin en tout cas. Et justement, la durée de vie
Et au niveau de la durée de vie, j'ai mis une 20aine d'heures à peu près. Oui, c'est correct, c'est pas mal. Ouais, c'est correct. En plus, il y a pas mal de missions secondaires qui sont tout aussi intéressantes que la mission principale, avec vraiment un début, un milieu, une fin. Et je l'ai relancé donc du coup pour la besoin de cette critique. J'ai fait un peu plus de la moitié. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait surtout des quêtes secondaires en fait, parce que il y en a qui sont vraiment très 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 cool quoi. Du pur bijou Lovecraft. Et pour finir, fun fact, qui est quand même un peu triste, mais quand Lovecraft est mort, donc il est décédé dans la pauvreté la plus totale. Il a été oublié de tout le monde. Et c'est, on va dire, 80 ans après que des fans ont décidé de lui ériger une pierre tombale, en fait, en son honneur. Il y a eu un financement participatif et maintenant, il y a une belle pierre tombale effet or avec écrit CJ, HP Lovecraft, voilà. Donc, c'est des fans 80 ans après qui lui ont fait ce petit cadeau. Et je trouve ça vraiment très, très beau, en tout cas. Ouais, c'est beau. Parce que vraiment, il est mort dans la misère, le pauvre, alors que ses œuvres, maintenant, aujourd'hui... sont vraiment très très utilisées, très reprises. Donc on a regardé juste avant d'enregistrer, le jeu est à 7 € en ce moment sur le PlayStation Store plus. Donc franchement, là ça vaut pas cher et ça a l'air d'être vraiment un jeu très très sympa. Du coup, c'est ton sujet hors sujet. Donc j'attends que tu me fasses rêver. Là, on va parler de Pokémon. Par contre, je pense qu'on peut pas faire un aussi grand écart en termes d'ambiance. Ouais. c'est vrai que Pokémon en stop motion tout kawaii et Lovecraft l'horreur cosmique, on a fait une Jean-Claude Van Damme. Ouais, j'avoue que là, le grand écart est extrêmement violent, mais c'est pas grave. On va faire une petite interlude musicale toute douce et on va parler de du coup La Réceptionniste Pokémon sur Netflix. La Réceptionniste Pokémon ou Pokémon Concierge en VO. Donc c'est une mini-série, vraiment mini-série de 4 épisodes. Il y a 4 épisodes. Ouais, 4 épisodes. Ils sont indiqués quand vous lancez l'épisode, c'est de 15 à 20 minutes, mais sachez qu'il y a 5 minutes de générique de fin, où c'est juste des noms qui défilent. Donc en réalité, on est plutôt sur des épisodes de 10 à 12 minutes. Donc à la réalisation, c'est Iku Ogawa, donc je ne connaissais pas. Et je connais toujours pas d'ailleurs, enfin, j'ai regardé vite fait, mais il a fait surtout des courts-métrages, je me suis renseigné, j'ai rien eu de notable. Par contre, la productrice Yuriko Okada est déjà connue, elle a déjà travaillé avec Netflix sur le film Oni, le long-métrage Oni que je voulais regarder d'ailleurs justement. Et aussi ce qui est intéressant avec La Réceptionniste Pokémon, je ne le savais pas, je l'ai découvert en me renseignant pour cette chronique, c'est un studio français qui a participé à l'animation en stop motion, c'est le studio Dwarf Animation, donc qui a travaillé d'ailleurs, qui est connu, qui est reconnu en plus à l'international pour ses talents d'animation, ils sont pas seuls à travailler sur La Réceptionniste Pokémon, il y a aussi les studios Netflix et il y a la Pokémon Company, mais en tout cas ils ont beaucoup contribué à toute la partie animation stop motion, donc ils ont fait ils ont participé aussi à Miraculous, Monster, Oni justement dont je parlais avant, et ça je trouve ça super cool Kira, parce que on a plein de studios français très très bons en animation. Moi je pense tout de suite à Arcane, la série sur Netflix qui est du studio incroyable. Fortiche Productions. Donc c'est encore une pépite d'animation qui sort des studios français. Je vais parler aussi d'une série, mon prochain HS, ce sera Blue Eye Samurai, qui est aussi d'un studio français. Donc tu vois, on a quand même un savoir-faire. Rappelle-toi de Primal aussi. Oui, Primal, ouais, c'est vrai que... Qui était via un studio français également, qui avait une animation de dingue et qui avait fait certains épisodes de Love, Death and Robots. Et que tu avais fait en chronique aussi pour la Taverne du Gamer. Donc, La Réceptionniste Pokémon, donc c'est une série d'animation en stop motion, on y reviendra un petit peu après sur la stop motion, mais ça avait été présenté en tout cas au Pokémon Day en février 2023, donc ça a été en plus annoncé et sorti en 2023, et moi j'aime bien quand on annonce quelque chose qui sort quand même quelques temps après et pas 10 ans après, donc c'est plutôt cool. Et comme tu l'as dit, c'est tout kawaii, vraiment ultra mignon. Je vais vous décrire l'histoire, et c'est assez court, vous notez 4 épisodes, mais on suit Haru, donc une jeune femme
un petit peu déprimée. C'est marrant parce qu'au début du premier épisode, elle décrit tout ce qu'a fait pour d'elle. Elle a eu une mauvaise journée. Donc son mec l'a quittée, je crois, au bout de 6 ans. Elle a marché sur un chewing-gum. Elle a perdu son téléphone. Enfin bref, plein de petits trucs bidons. De la vie quotidienne qui fait qu'elle était un peu déprimée, la pauvre. Et quoi de mieux pour retrouver le sourire que d'avoir un nouveau travail qui l'emmène vers une île paradisiaque, mais vraiment l'île est très très jolie, entourée de mer, forcément c'est une île, avec un beau soleil, et sur cette île il y a un hôtel qui est dédié aux Pokémon, et son job va être d'être réceptionniste, et d'être une réceptionniste pas comme les autres, parce qu'en plus, faisant partie de son travail, elle doit divertir les Pokémon, s'amuser avec eux, prendre du plaisir. Donc on est sur un scénario vraiment ultra léger. Il y a rien de... C'est une série tranche de vie. C'est populaire au Japon, un peu moins chez nous, mais en tout cas, il ne faut s'attendre à rien d'autre que de regarder Haru vivre sa vie de réceptionniste dans cet hôtel, avoir des interactions avec les Pokémon, les résidents de cet hôtel, donc tout en légèreté, tout en douceur, c'est extrêmement frais. J'étais juste un petit peu surpris moi par la fenêtre de sortie. Ça sort en pleine période des fêtes de Noël. Enfin pour chez nous en tout cas, il fait pas très chaud et là on est, tu vois, pour moi c'est plus un truc d'été, oui. Ouais, plus un truc d'été chez nous, mais après l'hémisphère sud ils sont contents parce que c'est l'été chez eux, donc ils ont cette série. Mais voilà, ça m'a juste fait ce petit décalage. Mais en tout cas, je te dis, en termes de scénario, Kira, c'est sucré, c'est mignon, c'est un petit bonbon à savourer. Et je pense que l'expression n'a jamais aussi bien porté son nom que pour cette série. Oui, puis en plus, il n'y a pas de sortie de jeu Pokémon en plus. Ils auraient pu profiter justement d'une locomotive comme un jeu Pokémon pour pouvoir le sortir derrière. Non, c'est sorti comme ça, je vais pas dire en catimini, mais c'est sorti comme ça un peu... on va dire un peu brusquement. Sorti des hautes herbes comme un ratata, comme on aime dire parfois. C'est ça. Mais en plus, il y a en plus, il y a rien de commercial dans cette série parce que même la stop motion, c'était mon prochain sujet était sur la stop motion. Est-ce que tu peux décrire rapidement, on l'avait déjà fait, mais dire à nos auditeurs en quoi consiste la technique de la stop motion, Kira? Alors, c'est un procédé d'animation en image par image. Donc, en fait, on a des petites marionnettes. Donc, ça peut être en pâte à modeler, en papier. On trouve un petit peu de tout. Et on va prendre des photos de chaque mouvement. Donc, ce qui fait 24 images secondes. On va prendre donc 24 photos pour faire 1 seconde de métrage et un mouvement. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage et extrêmement coûteux également. Parce que pour faire 1 minute de métrage, généralement, ça prend une journée aux auteurs, et surtout quand ils vont venir sur un décor. Donc je pense entre autres à Wallace et Gromit, qui est très connu, ou même les Chicken Run d'ailleurs, le dernier sorti il n'y a pas longtemps. Souvent on va avoir de l'herbe et on peut voir que lors des prises de photos en fait on voit les animateurs qui sont venus sur l'herbe pour bouger les petites marionnettes, et l'herbe n'est pas forcément remis dans le bon sens, donc on a un peu l'impression que des fois que l'herbe elle bouge toute seule. Mais c'est ce qui donne un peu ce charme. C'est saccadé, et avant les effets spéciaux, donc pour les plus jeunes qui nous écoutent, avant Jurassic Park, les effets spéciaux des créatures par exemple étaient faits en stop motion. Donc je pense au premier Terminator par exemple. Ouais, et tu l'as très très bien décrit, et je voulais qu'on en parle quand même parce que en fait c'est une technique, je trouve, qui est sous-cotée parce que c'est un travail colossal, titanesque. En fait, la facilité aujourd'hui, c'est de faire de la 3D. Après, il y a le dessin, l'animation tout à la main au dessin. Et encore après, il y a la stop motion. Parce qu'il faut bien comprendre, comme tu l'as dit, que chaque personnage, c'est une marionnette. Quand il y a des expressions différentes au visage, par exemple d'Haru, c'est autant de visages différents qui existent en mannequin, enfin c'est ça, il faut changer les bouches, les yeux, la tête. Exactement. Et... donc sur la stop motion, on est à 20 images par seconde, donc 20 à 24, peu importe. Mais c'est vrai que pour 30 secondes d'animation, il faut plus de 600 photos. Là, on est sur 4 épisodes de 10 à 12 minutes, donc presque 3000 secondes. Donc je vous laisse imaginer le nombre de photos. Entre chaque photo, il faut changer du coup la disposition des personnages, il faut être attentif à ce qui se passe dans le décor, etc. Donc c'est en fait un travail de titan, mais qui donne un charme fou. Donc tu as cité Chicken Run, Wallace et Gromit. Moi, ma référence, c'est l'étrange Noël de Mr. Jack aussi, qui est incroyable en stop motion. Mais ça donne en fait une patte, je trouve, qui est réelle. En fait, c'est ce que l'on voit. Là, les Pokémon, ils ont
ils ont une texture, en fait, tu sais que c'est fait en laine, tu vois les poils de la laine et tout, c'est plus du dessin. Et en fait, les Pokémon, ils vivent. Ils ont une consistance, une constance, enfin, tu vois, ils sont tangibles, enfin, on peut, je sais pas comment dire. On peut les toucher, quoi. Mais ouais, rien qu'en le décrivant, tu vois, je me sers de mes mains pour, en fait, ça donne, un aspect très réel qui est hyper joli à regarder. C'est un travail minutieux de fourmi et franchement il faut leur rendre hommage parce que c'est une technique qui est très coûteuse comme tu l'as dit, qui est très chronophage. Là ils ont produit 4 épisodes de 10 minutes mais ça leur a pris certainement un temps fou et un argent incroyable. Généralement c'est 2 ans. Donc c'est très long, quoi. Il faut leur tirer notre chapeau parce que c'est vraiment, c'est ce que je dis, c'est anti-commercial, quoi. C'est court, c'est très court, c'est difficile, c'est cher et ça donne un aspect tellement mignon, tellement appréciable qu'il faut vraiment leur tirer notre chapeau là-dessus. Mais je vais en profiter, comme on parle de stop motion, pour faire une petite recommandation. Il y a un film qui vient de sortir en Blu-ray et DVD, vous pouvez trouver en location, qui s'appelle Mad God, qui a été réalisé par Phil Tippett. Phil Tippett, c'est on va dire le papa de la stop motion. C'est une personne très reconnue. Il a fait des animations sur Terminator, sur Robocop. Il a d'ailleurs fait les premiers dinosaures en stop motion avant que ce soit de l'image de synthèse dans Jurassic Park. Et en fait, il a développé un film pendant des années en stop motion qui a enfin sorti là. Et c'est très glauque, hein, c'est très très noir. Le pitch, c'est un assassin qui surgit des abysses et qui se retrouve dans un monde infernal peuplé de créatures mutantes et de scientifiques fous. Enfin bref, il se fait capturer, torturer, tout ce que tu veux. C'est vraiment glauque. Par contre, c'est une des plus belles animations stop motion que j'ai vues et je pense que c'est un film un peu testament pour cet auteur. Si vous aimez les trucs macabres et si vous aimez la stop motion, je pense que vous y trouverez votre compte. Ça s'appelle Mad God. Donc une chronique dans la chronique. Merci Kira. En plus sur un truc hardcore alors que je suis en plein réceptionniste Pokémon, le truc le plus mignon de la Terre. Non mais c'est pas grave. Non mais moi je reste dans l'univers de Lovecraft. Moi je crois que je devrais consulter. Je devrais voir un petit, tu penses ? T'es sûr que ça va, Kira, en ce moment repartons sur notre petite île paradisiaque quand même, parce que où sont les Pokémon dans tout ça ? Il faut quand même le dire, c'est une série Pokémon. Les grands principes de Pokémon. La capture, t'es d'accord, hein, le dressage de Pokémon. Oui. Attraper-les tous, les évolutions bien sûr, et les combats. Et dans la réceptionniste Pokémon, il n'y a rien de tout ça. Donc il n'y a aucun marqueur fort de Pokémon, à part eux, les Pokémon sont là. Et c'est sympa parce qu'on a plusieurs générations de Pokémon, il n'y a pas que la première génération, il y a aussi, je pense qu'on brasse au moins jusqu'à la 6e, 7e génération, il y a beaucoup de Pokémon. Donc ça pareil, c'est cool Kira. Parce que beaucoup de Pokémon, on sait que c'est tout autant de marionnettes pour eux, donc enfin tu vois il y aurait pu y avoir que 3-4 Pokémon mais non il y en a plein, il y a Gravalanche, il y a Pikachu évidemment, il y a Feuillajou, Flammajou et Flottajou, donc le trio des 3 singes de 3 éléments différents qui sont beaucoup mis en avant, qui sont très sympas. Il y a du Rattata, il y a un Roucarnage magnifique aussi, un Dracolos, enfin bref tu vois plein de Pokémon, mais ils font tout sauf combattre. Ils sont en train t'as Dracolos qui vole paisiblement dans le ciel. T'as les 3 singes, comme je disais, qui s'amusent. En fait, t'es vraiment sur quelque chose d'hyper kawaii et très très mignon. Et donc cette variété, en plus, rajoute un côté, je te dis, très très sympa, très agréable à la série. La mascotte, c'est un Psychoquack. Donc en plus, Psychoquack, mignon Psychoquack, on est d'accord, c'est un Pokémon. Bah ouais, il est vraiment très sympa. Mais rassurez-vous, vous aurez votre dose de Pikachu. Il est bien là, il est bien là. Donc en conclusion, donc la série La réceptionniste Pokémon, je trouve quand même, elle trouve parfaitement sa place dans l'univers de Pokémon, avec son hôtel dédié à ces toutes petites créatures trop mignonnes, pour marquer la différence avec les codes du genre. Donc la stop motion, on l'a dit, hein, c'est vraiment sublime. Note de douceur, de poésie, de bonne humeur. Donc la technique que tu adores, elle permet de donner ce sentiment, tu vois, d'exister, de pouvoir les toucher. Et ça, c'est assez nouveau pour Pokémon, je trouve. Ça change vraiment du dessin. C'est vrai. Donc énorme travail, on a beaucoup insisté parce qu'on aime cette technique tous les deux, mais cette mini-série, faut vraiment la prendre avec beaucoup de légèreté, mais c'est un vrai bijou, de bonne humeur, et Kira, peut-être que c'est la série qu'il faut que tu regardes en ce moment pour te sortir de cette noirceur de Lovecraft. Je pense que c'est le moment de regarder La réceptionniste Pikachu, La réceptionniste Pokémon. Donc en 4 épisodes, donc je l'ai dit, 10 à 12 minutes, donc franchement, il faut donner son temps à cette série, qu'elle fasse le buzz, qu'elle cartonne, parce que les auteurs le méritent. C'est un énorme travail de titan qu'on soupçonne pas. C'est vrai, et en plus, pour finir,
beaucoup de gens ont vu le dernier Spider-Man, Spider-Verse, Across the Spider-Verse et Into the Spider-Verse. Et bon. Je sais pas si t'as remarqué, voilà, dans ces deux films-là, quand on voit Miles Morales, on a l'impression qu'il est un peu saccadé par rapport aux autres personnages. Et en fait, c'est volontaire. Ils ont voulu donner un effet stop motion au mouvement de Miles Morales, en fait, justement, avec l'animation 3D. Et bah, bizarrement, c'est de la 3D, mais ça le rend tangible. On a l'impression qu'on peut le toucher, et ce qui n'est pas le cas de tous les autres personnages. En fait, ils ont joué sur la fluidité des persos, et lui, ils lui ont donné un côté stop motion, en fait. Et ça, bah, c'est assez fou, se dire que la 3D qui a remplacé la stop motion va à son tour s'inspirer de la stop motion pour être plus réaliste. Ouais, parce que ça, c'est indescriptible, c'est inimitable, en fait, la stop motion. C'est vraiment quelque chose qui est à part, et je trouve que tout à fait. C'est le pari qu'ils ont fait avec cette série, c'est la stop motion, c'est sortir des codes de Pokémon avec pas de combat, rien du tout, et on y est quand même, on est dedans, on est bien, et franchement c'est à regarder. C'est pour ça que j'insiste, c'est que j'ai envie que cette série elle cartonne pour donner justement à ce studio, Dwarf Studio, donc animation français, mais il le mérite parce que c'est un choix audacieux. Et il y a un petit making-of de 2 minutes qui est trouvable sur YouTube, sous-titré en français, où on voit justement réellement ces maquettes et tout, et c'est trop mignon, franchement c'est trop beau. Elles sont grandes en plus, elles sont belles, donc ça a dû coûter vraiment une blinde pour 4 épisodes. Franchement, je serais curieux de savoir le budget, mais voilà, il mérite une belle visibilité en tout cas, et cette série elle est vraiment très très chouette, donc allez-y quoi. Bah ainsi se termine l'émission, en tout cas. On peut peut-être faire le petit point réseaux sociaux avant de partir. Et oui, c'est ça, on le fait plutôt à la fin maintenant, parce qu'on l'a déjà beaucoup répété, mais retrouvez-nous partout, ou presque. On n'est pas sur TikTok, on sait pas faire ces choses-là, on est des vieux, nous. Mais vous nous avez sur Insta, sur Twitter, X, sur Facebook. Aussi. Non, on n'a pas d'OnlyFans. Et tout nu. Non, je vais dire un truc. Ah oui, je voulais mettre en avant notre site, parce qu'on n'en parle pas assez, pareil, de nos petites mains. Et merci à notre webmaster d'avoir fait ce joli site latavernedugamer.fr, où vous pouvez tout retrouver et nous contacter. Et la semaine prochaine, moi, je prépare une chronique sur Super Mario RPG, donc sur Switch. Et toi, Kira, tu sais un peu ton HS ? Eh bah, pas du tout. Je vais y aller à l'impro, j'ai envie de faire plein de trucs, et je suis au stade où je suis dispersé, c'est-à-dire j'ai envie de faire pas mal de choses. Je vais être beaucoup occupé la semaine prochaine, donc je vais faire ça rapidement, je pense, en tout cas. Donc, fais-nous un truc mignon. Voilà. Ouais. Ouais, je vais vous trouver un truc mignon. Ça va être pas simple, mais je vais vous trouver un truc mignon. Je dois avoir ce qu'il faut dans ma bibliothèque. Ce serait sur Super Mario RPG, c'est trop mignon. Encore, c'est du kawaii à fond. Donc voilà, on fait une émission sous le coup de la kawaii la semaine prochaine. D'accord, donc je vais essayer de trouver quelque chose de mignon. Ouais, bah merci, hein, c'est sympa la patate chaude. Donc ainsi se conclut notre émission. Comme je le disais, je te laisse le mot de la fin, et puis c'est fini, on tire le rideau. Eh bien écoutez, toute notre reconnaissance, notre amitié, merci pour cette année 2023. Et on enchaîne sur une belle année 2024 où il y aura plein de belles choses, j'espère, et avec vous toujours. Donc merci de votre soutien qui est assez fou ces derniers temps. Merci pour tout, et on se dit à la semaine prochaine, Kira. Bah, la semaine prochaine, amusez-vous bien, jouez à des jeux, c'est important, et ciao. Ciao.